économique et sociale est chargé des cours à la Sorbonne Nouvelle. Oui, pour les 25 ans aujourd'hui du traité de Maastricht, célébré d'ailleurs dans une relative discrétion dans les capitales européennes. Bonjour Frédéric Farah. Bonjour à vous. Maastricht, le 7 février 1992, c'était le traité du marché unique, de la monnaie commune, de la citoyenneté européenne également. C'est aussi une vocation politique de l'Union. Un quart de siècle après, qu'est devenue cette ambition ? C'était une grande ambition, avec au bout du compte un échec relatif, je dirais, parce que Maastricht devait marquer le passage d'une Europe qui était essentiellement celle qu'on a pu appeler des élites, des gens convaincus, et ça devait mobiliser, à l'époque il y avait 400 millions d'Européens qui devaient être mobilisés pour cette aventure. Il y a eu des référendums, mais cette Europe qui devait être celle de tous les citoyens, 25 ans après, à quoi on assiste? Plutôt une rupture entre ces institutions européennes et des Européens qui sont devenus 500 millions. Donc si vous voulez, l'ambition politique n'a été que très partiellement atteinte. Et puis on a aussi oublié l'Europe sociale qui faisait pourtant partie du projet de Jacques Delors. Oui, alors l'Europe sociale, c'est un peu la chose que l'on attend, que l'on espère, et qui ne vient pas, qui devait être, c'est dans le marché unique de Jacques Delors, il y avait cette idée, on accepte la libéralisation au départ, et ensuite des mesures sociales vont venir l'accompagner. Ces mesures sociales, on les a relativement vues. Donc c'est pour cela qu'on peut dire que là encore, l'espérance est relativement déçue, pour ne pas dire davantage. Ça veut dire que les égoïsmes nationaux ont pris le dessus, c'était prévisible tout de même, non ? Écoutez, il y a plusieurs choses. Au-delà des égoïsmes nationaux, il y a une méthode de faire l'Europe qui marchait jusqu'en 92, mais qu'on n'a pas su réformer. C'était quoi la méthode? C'est la méthode Monnet, des petits pas, des débordements de solidarité successifs à des domaines de plus en plus larges pour que l'Europe s'intègre. Cette méthode, elle pouvait fonctionner quand on était 6, 11, voire 15, mais 27, 28, ça devient de plus en plus difficile. Ça veut dire qu'il faut faire ce que préconisait aussi Jacques Delors, si on est trop nombreux, des cercles concentriques et des modes de décision différents selon qu'on est à l'origine de l'Union européenne ou nouvel entrant ? Aujourd'hui, je crois que c'est la direction qu'il faut prendre si on veut encore espérer sauver quelque chose. C'est une vieille idée, je vous rappelle qu'elle était présente dès le milieu des années 90, même en Europe. Il y a une mesure du traité de Maastricht qu'on a tous retenu, c'est ce fameux 3% qui est devenu un dogme, 3% du déficit à ne pas dépasser. Est-ce que vous avez le regret de ça ? Oui, pour une raison simple, parce qu'en économie, et tous les économistes le disent, 3%, c'est pas quelque chose de scientifiquement indiscutable, autour duquel on peut se rassembler. Donc, on a fabriqué ces 3%, puis on a mis 60%, ça aurait pu être 70 ou 80, et on a fait une espèce de religion comptable, où, dans le fond, aucun État n'a respecté ça et a passé 20 ans à faire de la créativité comptable. C'est-à-dire, on a fabriqué des comptes pour dire qu'on rentrait dans les clous de Maastricht, mais personne ne rentrait. Alors quand vous êtes un grand pays, on le tolère. C'est en 2003-2004, il y a une crise du pacte de stabilité et l'Allemagne fait rentrer ce qu'on appelle les circonstances exceptionnelles. Quand vous êtes un petit pays comme la Grèce et vous arrangez avec vos comptes, on sait ce qui vous arrive à la fin. Un déficit public obligatoirement donc inférieur à 3% du PIB. Pratiquement beaucoup de candidats, pas tous, mais la plupart des candidats aujourd'hui à l'élection présidentielle veulent s'en affranchir. Est-ce qu'ils ont raison ? En France ? En tout cas, en France, je trouve qu'ils ont raison. De toutes les façons, on ne le respecte pas. Et pourquoi ils ont raison ? Il y a une raison pour moi qui est fondamentale. C'est la France qui supporte le plus l'effort de défense du continent, qui fait un effort militaire considérable par rapport aux autres. Si on veut soutenir un effort militaire et assurer la sécurité de l'Europe, on peut difficilement le faire avec des critères comptables aussi stricts. Parmi les ambitions ratées, il y a aussi l'Europe fiscale. Et le comble, c'est que la fiscalité est devenue un levier de concurrence entre les États. C'est ça le grand échec, c'est-à-dire qu'on a construit une Union européenne avec deux paradis fiscaux, c'est-à-dire avec l'Irlande d'un côté et le Luxembourg. Donc comment voulez-vous construire une union qui marche alors que vous avez deux États qui sont en train de siphonner les recettes des voisins? On a beaucoup parlé des échecs, mais Maastricht, c'est aussi la pierre angulaire d'une réussite qui est l'euro. L'euro, alors là encore, c'est un peu ambigu. On a voulu faire à Maastricht la stratégie Nike, qui était just do it. C'est-à-dire, il fallait faire l'euro et pas attendre le couronnement. On a fait just do it, on a fait Nike. Aujourd'hui, c'est un symbole de l'Union européenne, mais aujourd'hui, l'euro tient un peu à bout de bras, parce que la BCE le tient, le défend. La Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne. Mais, si vous voulez, aujourd'hui, on est en quelque sorte avec un euro nord, un euro sud, si vous voulez, parce que quand vous êtes allemand, vous financez peu cher votre dette. Si vous êtes plus un pays du sud de l'Europe,
vous la financez de manière plus chère. Donc si vous êtes allemand, c'est moins cher, vous êtes du sud de l'Europe, c'est plus cher. Est-ce qu'il y a encore une monnaie unique? Est-ce qu'aujourd'hui, à l'image de ce qui se passe dans le Royaume-Uni, c'est le protectionnisme qui est enclenché et qui sera l'avenir de l'Europe? Alors, est-ce que le protectionnisme sera l'avenir de l'Europe? J'en doute au niveau, si vous voulez, communautaire, puisque depuis le traité de Lisbonne, tout ce qui concerne le commerce extra-communautaire relève de l'Union européenne. L'Union européenne, elle est plutôt dans l'orientation du libre-échange. Au niveau national, il y a des volontés protectionnistes qu'on entend d'ici de là. Moi, je dirais dans l'Angleterre, le cas le plus risqué, c'est que l'Angleterre devienne le 3e paradis fiscal en Europe, et essaye de siphonner à son tour ces recettes dont je parlais. Et vous parliez des États désunis en Europe. Est-ce que les coups de menton de Donald Trump aux États-Unis ne seraient pas finalement une occasion pour les États européens de trouver une nouvelle dynamique? L'Europe, ça peut être une occasion pour elle de trouver une nouvelle dynamique, ou sinon du chacun pour soi, et continuer le non coopératif comme elle sait si bien le faire. Donc soit on se ressaisit et on se dit on veut exister sur la scène internationale comme acteur non seulement commercial mais stratégique, et que finalement les coups de menton de Trump nous y aident, ou au contraire, on va encore plus dans la logique de la rivalité entre nous. Et c'est ça le défaut, si vous voulez, 25 ans après Maastricht. On se pense moins comme des partenaires, mais surtout comme des concurrents. Et donc ce qui nuit à l'esprit d'union. Et qui défend encore aujourd'hui l'idée de Jacques Delors les mots sont importants, d'une fédération d'États-nations? Je crois que cette idée s'est un peu engluée dans les sables, et je suis plus tout à fait sûr qu'on trouve des représentants de ça. Il y a une espèce de fédéralisme qui ne se dit pas aujourd'hui à travers une série de règles, à travers le rôle de la Banque Centrale Européenne, à travers le rôle de la Commission, mais ces idées d'imaginer cette fédération il n'y en a plus tellement qui défendent cette idée. Aujourd'hui, ce qui est paradoxal pour finir, je dirais que c'est plutôt une conception de l'Union européenne comme un espace d'échange et donc de libre-échange, plus que comme une entité politique qui s'affirme. Et c'est un paradoxe parce que l'Angleterre, au moment où elle claque la porte, sa conception de l'Europe comme zone de libre-échange et pas spécialement comme espace politique organisé, c'est ça qui est peut-être en train de triompher. Merci Frédéric Farah, professeur de sciences économiques et sociales, et tout ce qu'on vient de dire, on va retrouver en partie dans votre prochain livre qui sortira dans 10 jours. Ça s'appelle Union européenne, la grande liquidation démocratique, et ça sortira aux éditions Brial. Merci.